Chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue à cette nouvelle édition d'À travers sur la télévision Pacifique. Cette émission est une production de Technogroup Communication dont l'objectif est de vous faire découvrir une personnalité haïtienne ou étrangère qui contribue au développement de la culture, de l'économie ou de la politique d'Haïti. Aujourd'hui, nous recevons à cette émission l'ambassadeur de France en Haïti, Madame Elisabeth Abéton-Delegue. Madame Delegue, bonjour et merci d'accepter notre invitation. Bonsoir. Oui. C'est vraiment un plaisir de vous avoir ici à travers. Partagez. Merci. On ne naît pas diplomate, on le devient. Parlez-nous un peu, Madame l'ambassadeur, de cette enfance qui a semé et arrosé en vous le rêve de devenir membre du corps diplomatique français. Et pour être tout à fait franche, j'ai eu une enfance où il n'y avait absolument pas l'idée de devenir diplomate. Je veux dire, c'est pas une vocation, c'est en tout cas c'est à la fois le fruit d'un goût et puis du hasard. Moi, j'ai fait des études, je dirais tout à fait banales. J'étais plutôt une bonne élève, j'aimais bien étudier. Et puis, quand on sort, une fois qu'on a son baccalauréat en poche, à vrai dire, pour ce qui me concerne, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. Par définition, plutôt être dans le service public. Ça, c'était une idée qui était assez dessinée pour ce qui me concerne. Et puis, j'avais plutôt une appétence pour ce qui était les sciences sociales. Je n'étais pas du tout une matheuse, je n'étais pas du tout une scientifique. Donc ça, c'était clair que cette porte-là ne m'intéressait pas. Voilà, puis alors ensuite, j'ai fait des études, je dirais, assez classiques. J'ai fait du droit, après j'ai fait des sciences politiques. Et puis tout ça en province, non pas à Paris, je ne suis pas parisienne. Et ensuite, alors là, il fallait quand même un peu plus se décider. Et je suis allée à Grenoble, qui était à l'époque un creuset intellectuel beaucoup plus dynamique que ma ville, Lyon, qui était une ville assez conservatrice. Et là, il y avait la possibilité de préparer l'école nationale d'administration, qui est l'école qui forme les fonctionnaires chez nous, une école qui a été créée par le général de Gaulle. J'ai dit pourquoi pas. Pourquoi pas? Alors c'était un petit peu exceptionnel parce que c'était une école qui avait la réputation de recruter essentiellement parmi les Parisiens, parmi certaines Vous êtes lyonnaise en fait. Oui, moi je suis lyonnaise. Donc il y avait très peu de provinciaux et il y avait encore moins de provinciaux qui préparaient l'école nationale d'administration en province. Mais moi je fais partie de ces exceptions. Je l'ai préparée à Grenoble. Et voilà, c'est comme ça que je suis rentrée à l'école d'administration. Alors, l'école d'administration, ça vous dit clairement que vous serez un fonctionnaire de l'État français. Absolument. Donc ça, c'était la première réponse à mes choix. Moi, c'était ce qui m'intéressait. Et puis après, la diplomatie, alors c'est à la fois... c'était un objectif, mais pas du tout avec une idée précise de ce qu'était un diplomate. Moi, ce que je voulais, c'était avoir la possibilité de voyager, et deuxièmement, ne pas faire le même métier toute ma vie. Voilà. Là, j'étais totalement servie. Puis l'ENA, de toute façon, c'est une école d'application, mais extraordinairement rigoureuse et exigeante, et vous choisissez votre poste dans la palette des fonctions de l'administration publique en fonction de votre rang de classement. Donc, rang de classement, c'est-à-dire c'est-à-dire que vous avez une scolarité pendant 2 ans où vous êtes noté. Absolument. Voilà. Et donc... les meilleurs ont un éventail très large et les de moins en moins bons, ce qui ne veut pas dire du tout que la qualité soit moindre, mais dire c'est c'est une grosse compétition. Et moi, j'ai eu la chance de pouvoir choisir la diplomatie. Et voilà, je suis devenue diplomate. Et comment a commencé cette carrière de diplomate? Ça a commencé toujours, je dirais, de façon un peu dirigée, parce que quand vous rentriez au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères à l'époque, on ne vous demandait pas où vous vouliez aller, il y avait une liste de postes qui était publiée, et une fois de plus, je dirais, en fonction de votre rang de classement, on vous affectait, donc c'était une affection un peu autoritaire, ce qui était à mon avis d'ailleurs une très très bonne chose, parce que finalement on est toujours marqué par sa première affectation. Et moi, j'ai été affectée dans un service dans une direction qui s'occupait de coopération. Et finalement, ça a été un grand fil directeur de ma carrière. Nous savons que cette carrière vous a conduit en Irak, en Éthiopie, en Turquie
et plus proche de nous au Mexique et au Chili. Et à Madagascar. À Madagascar également, voilà. Aujourd'hui, vous êtes en Haïti avec nous. Comment est-ce que vous parvenez à marier votre carrière de diplomate et celle d'une mère de famille? Nous savons que vous êtes marié, vous avez 2 enfants. Comment est-ce que vous parvenez à faire ce mariage pour les déplacements, par exemple? Je dirais que Alors, je dirais d'abord que ceci appartient au passé, parce que moi j'ai des enfants qui sont adultes, donc oui, là je suis vrai. là, dirais-je, en toute liberté. Je veux dire, c'est cette, je dis contrainte, c'est pas du tout ça, mais enfin le fait d'avoir à gérer une vie familiale, c'est derrière moi malheureusement. Bien écoutez, nous sommes arrivés à le concilier. Je dirais ce qui est le compliqué de mon point de vue, c'est pas de gérer un nomadisme professionnel avec des enfants. C'est beaucoup plus de gérer un couple, parce que c'est très difficile de faire 2 carrières. Bon, et en l'occurrence, moi j'ai beaucoup de chance parce que j'ai un mari qui m'a suivi, c'est-à-dire qui a fait le choix de me laisser la préséance quant à ma carrière. Donc ce qui est quand même assez exceptionnel, surtout si... on voit que moi, ça fait quand même plus de 30 ans que je suis dans la diplomatie, puisque je suis une diplomate de carrière. Oui, absolument. Et pour mes enfants, de toute façon, on avait fait le choix de toujours alterner l'étranger et la France, pour qu'ils ne soient pas coupés, parce que on ne peut pas bien défendre un pays qu'on ne connaît pas, c'est-à-dire avec lequel on perd les liens, et puis parce que c'est bien d'avoir un principe de réalité qui fait que régulièrement on rentre et on se retrouve exactement comme monsieur ou madame tout le monde à faire ses courses, son supermarché, son métro, et que je crois que c'est nécessaire. Est-ce que vous avez été animé à un certain moment par l'idée du féminisme, du genre, les droits des femmes par rapport aux droits des hommes, l'égalité entre les l'égalité du bien genre? sûr. Mais c'est peut-être d'ailleurs, je répète, il faut se remettre 30 ans en arrière. Un des facteurs, c'est pas le seul, qui m'a fait choisir la fonction publique. Parce que en France, on a une fonction publique professionnelle, donc c'est absolument carré. Vous passez un concours, ce concours est anonyme, on ne regarde pas si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, la couleur de votre peau, votre origine sociale. Voilà, c'est le résultat du concours que vous avez passé. Et ensuite, quand vous cheminez dans votre carrière, je dirais, nous n'avons jamais eu ces débats qu'on a toujours, malheureusement, en Europe, en France, sur les différences salariales à fonction égale qu'on trouve dans le secteur privé, où c'est encore un problème. Alors, ce qui ne veut pas dire du tout que l'administration française n'était pas quand même accrochée à une bonne dose de... on va dire, je dirais pas vraiment de machisme, disons, c'était quand même le domaine des hommes. Et la haute fonction publique était comme la politique, le domaine des hommes. Donc ça a été, je dirais, des améliorations successives qui ont été liées, je dirais, à tous ceux qui ont travaillé pour la cause des femmes. Je pense qu'aujourd'hui, je veux dire, une jeune femme diplomate, un jeune diplomate a une vie beaucoup plus facile que de notre temps. Parce qu'il y a ce souci, d'abord il y a une pression très forte, parce que la parité est surveillée, nous avons un observatoire de la parité, nous avons des règles que les ministères doivent respecter, les partis politiques aussi d'ailleurs, mais qui doivent respecter. Donc, et un ministre n'aime pas du tout quand sort le rapport public qu'on dise ce ministère est particulièrement mauvais pour ce qui concerne, traite particulièrement mal ses femmes. C'est très offensant maintenant. Donc, c'est une dynamique positive. Hein. C'est-à-dire, vous êtes 30 ans en arrière, c'était pas comme ça. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés par rapport à cela? Oui et non, dirais-je, c'est plutôt un état d'esprit. C'était à l'époque plutôt un état d'esprit. Le fait que, par exemple, les réunions avaient lieu toujours très tard, parce que par définition, c'était un monde d'hommes, ce qui n'existe plus aujourd'hui. Le fait d'avoir des horaires comme ça très lourds. Moi, je me rappelle très bien, j'avais demandé à mon jeune fils, à l'époque il était jeune, je lui ai dit, mais est-ce que tu voudrais pas... Ou quelqu'un lui avait demandé gentiment,
« Ah, mais est-ce que tu voudrais pas être diplomate comme ta maman ?» Et il avait eu cette réponse qui m'avait glacée. « Ah non, surtout pas. Oh. » Et parce que les diplomates rentrent trop tard. Bon, ça voulait dire que quelque part, il y avait... voilà. Pendant que vous y êtes, est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vos 2 enfants? Moi, maintenant, c'est des enfants qui sont adultes. J'ai des très beaux enfants dont je suis très fière, qui sont ingénieurs tous les 2 et qui sont des citoyens du monde. Voilà, il y en a un qui vit en France, il y en a un autre qui est à l'étranger. Parlez-nous un peu de cette distinction, chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre national du mérite en France. C'est quoi cette distinction? Comment comprendre cette distinction en fait? Vous savez, ce sont nos 2 ordres nationaux. Enfin, nous avons une gamme de décorations en France. Il y a 2 ordres nationaux, la Légion d'honneur et le mérite. Alors, j'aurais évidemment, je dirais la plus belle, c'est la Légion d'honneur, bien sûr, qui était d'abord un ordre militaire et qui récompense vos années de service et ce que vous avez fait. Moi, voilà. Donc, ce sont des distinctions qui jalonnent souvent le parcours d'un fonctionnaire quand vous montez en âge et en grade. En âge et en grade. Vous êtes avec nous depuis 2015. Mars 2015, vous êtes arrivé ici en Haïti. Aujourd'hui, dimanche dernier, on a eu les élections présidentielles, mais également une partie législative complémentaire. Quel est votre regard sur ces élections? Comment est-ce que vous avez compris, voire appréhendé cette journée? D'abord, je peux dire que je l'ai observé. Puisque je visitais un certain nombre de bureaux de vote, une dizaine, et je l'avais déjà fait d'ailleurs pour les cycles électoraux antérieurs. Moi, je pense que ça a été, en tout cas de mon observation, je veux dire, que ce soit à Pétionville, que ce soit à Port-au-Prince, je crois que ces élections étaient une grande avancée en termes d'organisation, en termes d'ordre, en termes de formation du personnel électoral par rapport aux élections précédentes. Là, vraiment, il y a un pas de géant qui a été franchi. Et le tout, et également, je dirais, l'organisation, l'environnement sécuritaire, c'était parfait, avec en plus des rues barrées qui vous permettaient, qui évitaient des attroupements, des policiers qui faisaient leur travail. Donc je pense que les conditions étaient vraiment très améliorées pour garantir la sincérité du scrutin. Et c'est, alors évidemment, en plus, quand on est là depuis un certain temps et qu'on a déjà assisté à 2 scrutins, vous avez aussi l'œil qui s'affine. Bon, et puis, bien évidemment, c'est un sujet dans lequel on se penche beaucoup, nous, la communauté diplomatique, et nous avions quand même des éléments pour juger. Et en fonction de ces éléments, est-ce qu'on peut dire que ces élections vont aider le pays à avoir un meilleur avenir, à bien définir une meilleure ligne pour la démocratie haïtienne? D'abord, je crois que c'est une étape importante qui a été franchie. Mais il faut aller jusqu'au bout, il faut aller jusqu'au résultat, bien sûr. Mais je pense que les Haïtiens doivent être fiers de ces élections et doivent être fiers de la façon dont elles ont été organisées, que ce soit par le Conseil électoral provisoire, par le gouvernement, comment les forces de sécurité ont su répondre. Et c'était, pour moi, dimanche dernier, c'était une journée électorale comme on peut la vivre dans des tas de pays. Et je pense, évidemment, on sait que les estimations du taux de participation restent modestes. Ça, c'est un sujet structurel, c'est un sujet lourd. Mais en tout état de cause, je pense que ça doit inciter, dans l'hypothèse d'un 2e tour, les Haïtiens à sortir plus nombreux. Sortir plus nombreux. Un an, vous êtes avec nous. Est-ce que vous connaissez un mot en créole, le créole haïtien, bien sûr? Merci en pile, bon bagaille, comment nous oui. Bonjour tout le monde. Oui. C'est bon, merci. Madame Delègue, nous savons que vous avez été au Chili et au Mexique, ce qui fait que vous parlez un peu l'espagnol aussi. Un poquito aussi. Oh maman, c'est bon ça. Madame Delègue, nous sommes arrivés au moment de la pause. Nous allons revenir pour continuer avec l'émission à travers. Chers téléspectateurs, nous sommes au moment de la première pause de cette émission à travers. On vous attend.
restez avec nous pour continuer à regarder cette émission à travers. Nous vous rappelons que vous suivez l'émission à travers et notre invitée aujourd'hui, c'est la diplomate, Mme Elisabeth Péton-Delègue, ambassadeur de France en Haïti. De haut chef, Mme Delègue, merci d'avoir accepté l'invitation. Et nous savons que la diplomatie, vous dites que ce n'est pas une passion. Mais est-ce qu'elle est devenue une passion pour vous aujourd'hui? Non, je dis que ce n'était pas une vocation. Une vocation. C'est-à-dire, vous savez, il y a des petits garçons qui vous disent « moi je veux être pompier ou je veux être médecin ». Et des filles qui vous disent « moi je veux être vétérinaire », moi je suis entrée un peu par effraction dans la diplomatie. En quel terme parlez-vous de votre parcours, de votre vie, par rapport à votre réussite, bien sûr? Mais moi je n'ai jamais calculé ma carrière, si vous voulez. J'ai pensé, j'ai fait des choses, je suis sortie un peu des autoroutes pour prendre des chemins de traverse, parce que généralement l'autoroute, c'est aller dans les grands postes, c'est aller à Washington, c'était aller à Bruxelles, c'est aller à Londres. Moi, je souhaitais voir l'autre monde, si je puis dire. Et donc, ça a été les pays que vous avez mentionnés. J'avais un regard, c'est vrai, sur les pays qu'on appelait à l'époque du tiers-monde. L'Éthiopie, ça a été une grande expérience. L'Irak, c'était un peu différent, c'était un pays en guerre, donc c'était déjà moi, j'ai connu un Irak beaucoup plus tranquille, parce que j'ai connu un Irak sous la dictature, sous le totalitarisme de Saddam Hussein. Mais c'était un pays en guerre, dans une situation particulière. Je sais ce que c'est qu'une dictature, je sais ce que c'est qu'un pays en guerre, je sais ce que c'est qu'une lutte de libération, je sais ce que c'est qu'une guerre civile, parce que quand je suis allée en Éthiopie, autre dictature, rouge cette fois-ci, Mengistu, avec une guerre civile, aujourd'hui, qui a abouti à la situation d'aujourd'hui, avec deux pays. Moi, je n'ai connu qu'un pays, je n'ai connu qu'une Éthiopie. Aujourd'hui, il y a l'Éthiopie, il y a l'Érythrée. Est-ce que c'est un mieux, est-ce que c'est moins bien? On peut en discuter. Le monde a beaucoup changé. En 30 ans, beaucoup changé. Et Madagascar, ça a été pour moi un très très beau poste, parce que là je ne faisais pas de politique, je suis vraiment entrée de plein pied dans la coopération, puisque j'étais chef de coopération. Et ça, j'ai trouvé ça absolument passionnant, de s'occuper d'agriculture, de développement, de santé, d'éducation, de sport, en étant toujours en dehors de son bureau, d'une certaine façon. Être diplomate, cela demande quoi comme effort, et qu'est-ce que cela rapporte également autour? Mais ça demande beaucoup d'efforts, quand même. Ça demande beaucoup d'efforts, on l'a dit tout à l'heure, sur la façon de gérer sa vie privée. Donc on a un nomadisme et on ne choisit pas toujours là où on veut aller. Donc il y a des conciliations qui sont parfois difficiles, premier point. Et puis il faut chaque fois vous adapter, c'est-à-dire vous êtes de passage, donc vous allez rester 2 ans, 3 ans, 3 ans et demi, 4 ans. Donc chaque fois c'est un très gros investissement pour connaître le pays, pour vous faire un réseau, pour connaître les gens, pour essayer de le traduire. Parce que qu'est-ce que c'est un diplomate? C'est quelqu'un qui va expliquer d'abord le pays où il est, et qui va essayer de développer au mieux les relations bilatérales. Mais on ne commence pas sa carrière en étant ambassadeur. On monte les échelons, donc on commence au bas, les premiers secrétaires, on fait un peu tout ce qu'on vous demande de faire, et puis petit à petit on va acquérir des responsabilités. Donc vous avez des patrons à satisfaire, avec qui vous êtes d'accord, ou peut-être pas toujours d'accord. Bon, vous participez, si je puis dire, vous avez de la vie du poste et de l'image de la France dans ce pays. Donc il vaut mieux quand même que vous écriviez des choses. C'est quand même un métier, c'est à la fois un métier de contact, beaucoup, d'écoute. Et là, je pense que les femmes ont une supériorité sur les hommes, je le dis clairement. C'est aussi, après un métier, il faut traduire, il faut essayer de saisir, de faire des analyses. Nous ne sommes pas des journalistes de l'instant, nous travaillons sur les temps plus longs, nous ne sommes pas non plus des chercheurs. Mais nous, il faut essayer au-delà justement, souvent du factuel. Du factuel d'une part, et puis de la vibration médiatique, de pouvoir dire non, ça c'est mettre en perspective,
pour recaler les choses. Une petite parenthèse sur les élections américaines. La vision médiatique était que Hillary Clinton était allée être la présidente, mais on a un Donald Trump. Est-ce que vous pensez que les diplomates avaient remarqué ça quelque part? Alors là, je crois qu'il faut être assez honnête. Je crois que personne n'avait vraiment, à quelques exceptions près, peut-être, Michael Moore, mais personne n'avait anticipé une victoire de Donald Trump à ce niveau-là. Et à quoi peut-on reconnaître le succès d'un diplomate, d'une diplomate, bien sûr? Est-ce qu'il y a une façon de dire, écoutez, cette diplomate, elle a réussi? Ah, ça, je n'en sais rien. Je dirais, vous êtes en perpétuelle auto-évaluation. Enfin, d'abord, après, quand vous avez les responsabilités d'une ambassade, c'est une petite entreprise, une ambassade. Donc, vous avez la responsabilité d'abord de faire comprendre à votre équipe dans quelle ligne vous allez, de faire en sorte que les gens travaillent tous ensemble et travaillent au diapason, parce qu'il y a des tâches de contact, il y a des tâches de coopération, il y a des tâches de presse, mais il y a aussi des gens qui sont là pour faire tourner la machine, gérer les voitures, la comptabilité, etc. Donc il faut quand même essayer de faire en sorte de jouer équipe de France, ça c'est quand même très important, d'une part, et puis moi je pense, je crois que c'est une constante aussi française, que la France, elle a une capacité à être un rôle de pont, à mettre des gens ensemble, des gens d'horizons, de pensées diverses ensemble. La maison de la France, ça doit être une maison ouverte à toutes les sensibilités, à toutes les classes sociales et à la jeunesse, bien sûr. Donc vous avez plusieurs gammes d'actions, mais vous êtes là quand même pour améliorer les relations bilatérales, c'est clair. Si vous vous fâchez tout de suite, c'est pas tout à fait ça. Vous êtes là pour essayer de les développer, et puis vous êtes là pour essayer de faire de la bonne coopération, de l'action culturelle. C'est très important. Nous, la culture, c'est une composante fondamentale de la diplomatie. Je veux dire, c'est intégré, c'est dans notre cahier des charges. Donc c'est très très important, je veux dire, cet accent sur la culture, que ce soit l'Institut français, que ce soit les alliances françaises qui sont des relais culturels et d'apprentissage de la langue, que ce soit tout le type d'opérations qu'on peut faire, je le répète bien, tourner vers des publics qui souvent n'ont pas accès à cette culture. Si vous allez à l'Institut, vous y allez... on ne vous demande rien, si vous voulez, vous pouvez y aller. Et ça, on tient beaucoup, beaucoup à ça. Et les alliances françaises, c'est pareil. Moi, je suis heureuse qu'on puisse offrir des spectacles, des conférences. On a un cinéma itinérant aussi. Bon, je suis... Voilà, comme mon degré de satisfaction, je suis heureuse que des centaines et des centaines d'enfants et de familles puissent voir dans des villages un film ou des films avec notre cinéma ambulant, parce que je pense que il faut que la culture, c'est pas uniquement dans des cercles, c'est un élément d'inclusion sociale, c'est un élément d'ouverture par le monde, et c'est pas parce que vous êtes éloigné, c'est pas parce que vous êtes pauvre que vous n'avez pas le droit au meilleur. Ça, c'est très très important. Et avant, il y avait la médiathèque également, la médiathèque de l'Institut français qui était ouverte au grand public, qui a été malheureusement détruit par le tremblement de terre du 12 janvier. Mais c'était vraiment bon, et on avait des films, on avait tout ça. Dites-nous, pendant que vous y êtes, est-ce que vous êtes arrivé en Haïti, vous avez Haïti devant vous, mais avant, qu'est-ce que vous connaissiez d'Haïti? Est-ce que vous avez eu... je connaissais un petit peu quand même. Vous savez, moi j'étais quand même... je tourne dans la région depuis un certain nombre d'années, d'abord, puisque j'étais ambassadeur au Chili et puis au Mexique. Et puis j'ai quand même pendant plus de 4 ans... J'étais directeur des Amériques et de la Caraïbe, et notamment j'y étais au moment de la catastrophe du tremblement de terre, donc j'ai suivi ça de façon intense depuis Paris et dans une relation très proche, si vous voulez, avec Haïti. Donc je ne débarquais pas, je veux dire. Et d'ailleurs, je suis allée sciemment, puisque c'est moi qui veux. C'est peut-être un choix de ma part. Pourquoi avoir choisi Haïti? Peut-être
pour boucler la boucle de la coopération, c'est-à-dire, puisque j'avais fait des tas d'autres choses entre, et que c'était de nouveau, je dis, retrouver ce terrain-là qui m'intéressait. Et puis, il n'y a pas que ça. Haïti, c'est quelque part quand même beaucoup un point d'interrogation. C'est pas un pays qui se laisse appréhender comme ça. Et ça, il y a un défi. Il y a un défi intellectuel aussi chez vous. Dire pourquoi, comment, l'histoire compliquée, très compliquée. Très compliquée, oui. Cette littérature extrêmement riche qui vous ouvre les portes. C'est un pays singulier. Singulier dans la Caraïbe, singulier dans la région, singulier par son bilinguisme. C'est un pays. Vous avez des pays qui sont évidemment. Enfin, vous avez des grilles de lecture qui sont beaucoup plus faciles dans certains pays. Bon, mais ici, vous avez toujours l'esprit en éveil. Toujours l'esprit en éveil et vous avez toujours envie d'aller plus loin, d'essayer de savoir plus. Comprendre plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous attire particulièrement en Haïti, une certaine singularité, un aspect du pays? La complexité, sûrement. Pourquoi la complexité? Et qu'est-ce qui définit cette complexité d'après vous? C'est à la fois, c'est le produit de l'histoire, de la géographie. Vous avez une géographie très complexe. On dit c'est un petit pays, mais c'est effectivement une succession de montagnes. Bon, c'est un pays. Vous êtes à front renversé sur beaucoup de choses. Et quand je suis arrivé, j'ai découvert à Haïti le pays d'en dehors. Pour moi, le pays d'en dehors, c'est forcément l'ailleurs, alors que c'est le dedans. Le pays d'en dehors, c'est le cœur même d'Haïti. C'était le cœur même, c'est-à-dire le monde paysan. Et on est donc toujours, si vous voulez, dans des... Comment dire? On ne peut pas lire Haïti sans changer de lunettes. Je dis souvent ça, je veux dire, il faut faire très attention, je le dis toujours, quand on est avec, entre nous, quand on discute, je dis attention, il faut changer de lunettes, on ne peut pas regarder ce pays avec des lunettes, avec des lunettes occidentales, je veux dire, il y a un effort à faire pour essayer de comprendre, je veux dire, il n'y a pas de fatalité en Haïti, pas plus qu'ailleurs, il n'y a pas de malédiction, si vous voulez, il y a des faisceaux. Et tout ceci, ces faisceaux, je dirais, se sont sans doute rigidifiés, donc ça fait une pelote qui est dure. Hein. Et cette pelote, il faut qu'elle puisse, parce que dans cette pelote, elle enserre les Haïtiens, il faut que les Haïtiens qu'on puisse ouvrir cette pelote, que les Haïtiens puissent respirer, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a un paradoxe quand même. Si. Comment connaît-on Haïti? On connaît Haïti dans le drame, c'est vrai. Et on le connaît dans la luxuriance de sa créativité, de sa littérature. Donc, là, vous voyez, c'est un espèce de c'est pas un paradoxe, dire, mais c'est deux facettes. Personne ne dénie à Haïti le fait que c'est un pays qui produit des grands écrivains. C'est quelque chose qui, je dirais pas, Haïti par définition, voilà, Haïti écrivain. Où est-ce qu'on trouve ça dans la Caraïbe? Non, c'est une singularité. Et non seulement un pays qui crée, de créateurs, mais avec un renouvellement. Parce qu'on pourrait dire tout ça, il y a une époque où l'instruction était de grande qualité, etc., etc. Mais on le voit bien que ça se transmet. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui toujours ce foisonnement. Toujours dans cette même perspective, disons, quel avenir voyez-vous pour la société haïtienne, considérant cette mosaïque hétérogène qu'elle forme? Je pense d'abord que rien n'est possible sans stabilité politique et institutionnelle. Et je crois que la démocratie ne se résume pas aux élections. Ça, c'est très clair, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais la démocratie sans élection ne connaît pas non plus. Donc il y a ce passage indispensable. Premier point. Et puis deuxième point, il faut que ce pays puisse respirer, je veux dire, pour pouvoir trouver en lui-même les ressorts de son économie et de son développement. Ça aussi, je dirais, c'est un deuxième axiome qui se vérifie partout. Je veux dire, l'aide internationale n'est qu'un palliatif. Absolument. Ce n'est jamais une solution. Non.
Et la solution, eh bien, il faut aussi la trouver entre Haïtiens. Vous avez une société, il faut quand même le dire. On ne le dit pas assez. Je veux dire, quand on dit que c'est un pays pauvre, oui, c'est un pays pauvre, mais c'est aussi un pays extraordinairement inégalitaire. Et là, il y a un lien entre pauvreté et inégalité. Donc, il y a là des barrières à faire sauter. Et je pense pour le bien de tout le monde. Le bien de tout le monde, parce qu'il faut que avec de la croissance, le gâteau pourra grossir et donc avoir, je dirais, pouvoir être partagé, je veux dire, sans qu'il y ait des perdants et des gagnants. Mais il faut que ce pays puisse donner un avenir, un présent d'abord, et un avenir à ses enfants. Madame Delègue, avant de finir, avez-vous un mot spécial pour la jeunesse haïtienne, notamment les jeunes qui désirent devenir des diplomates? Oh, je ne sais pas si la diplomatie est l'alpha et l'oméga. Je veux dire, moi, ce que je voudrais plutôt dire, c'est que ce qui m'a toujours enthousiasmé et qui m'a toujours fait avancer, parce que rien n'est jamais parfait, hein, ça a été cette idée de servir l'intérêt général. Si vous voulez, d'avoir cette liberté de pouvoir faire, essayer d'agir au service de mon pays, au service d'une certaine conception de la fonction publique. Et je pense que c'est important de garder, enfin si j'avais à dire quelque chose aux jeunes, je veux dire, ne négligez pas, je veux dire, c'est l'importance qui s'attache à pouvoir avoir des parcours qui servent votre pays, hein, au-delà de servir uniquement, je dirais, on peut être très heureux, disons les choses autrement, on peut être très heureux en servant, en ayant le sentiment de servir son pays au mieux. Madame Delègue, vraiment une petite parenthèse. Vous avez quelque chose, vous avez pour votre loisir, qu'est-ce que vous faites? La musique, vous jardinez, La toute dernière touche? Je ne jardine pas, non. D'abord, je n'ai pas beaucoup de loisirs, parce que c'est un pays où on travaille beaucoup. Mais autrement, moi, j'aime beaucoup me promener, j'aime beaucoup découvrir, voilà. Et puis, j'aime beaucoup nager. Nager. Madame Delègue, merci infiniment, merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis, on vous attend toujours à la maison, c'est votre maison. Merci beaucoup. D'accord. Chers téléspectateurs, ici finit notre édition à travers pour aujourd'hui. On vous dit à bientôt pour un autre numéro. Au revoir.